Donc un pays est devenu la chefferie de chez toi. Donc le Cameroun était un lamida de Garoua, ou bien celui-ci est la chefferie de Mvomeka. Le Cameroun est devenu ça, il faut dire que non. 42 ans, ça va. Va te reposer, papa, patriarche. C'est une pression. Les exemples de trop de longueur au pouvoir ont abouti presque tous à la déchéance de l'homme et de son système. Arrêtez de parler des évêques d'autrui. Qu'on laisse les évêques qui se mouillent. Le président Biya, pour une fois, ne doit pas être candidat. Oui, parce qu'il est jugé et parti. Parce que moi, j'ai mon parrain de mariage qui est membre de l'ECAM. Tu as une voiture grosse, tu as un policier, tu as un chauffeur, tu as un secrétaire. Si tu lâches ça, même ta femme va te chasser. Pourquoi tu vas aller lâcher ça? Et donc, pour ça, l'ECAM est pour le président Biya de maintenant jusqu'à la fin. Il ne peut pas nier. C'est humain. Comment tu veux qu'un être humain, comment il va faire quand il va arriver chez lui, sans sa voiture, son policier, mon parrain là. Il arrive chez lui, mon professeur, j'ai même les professeurs là-bas et les collègues. Hein? Comment il va faire pour arriver chez lui? Est-ce qu'il va rentrer là-bas? Même son village va le chasser. Bien sûr. Je vais répondre à ta question. Oui. Mais elle n'est pas fondée. C'est même pas ça le problème. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que la candidature la pose problème pour deux raisons fondamentales. Lesquelles? La première, qu'on dit qu'il est juge et parti. On veut faire la course. Lui va bien nommer celui qui a le chronomètre. Qui va dire qui est premier, qui est deuxième. C'est l'argument clé. On dit que l'autre argument c'est que, ok, on peut accepter ça. Les régimes autoritaires forts de longue durée ont développé la Chine. Mais son bilan est catastrophique. L'UPC est perturbé à son intérieur par le système, le parti-État. Moulinex perturbe, il nomme à l'intérieur. Ah bon? Oui. Pourquoi tu dis ah bon, tu sais pas ça? Un ministre ne peut pas se prévaloir, prétendre que parce qu'il y a le désordre, il exclut le parti qui a donné l'indépendance à un pays. Donc il dit que la guerre civile va arriver. Vous évitez le mot. Mais ça a même commencé. Ce que les Ambaboy font là, c'est quoi? Ousmane est venu dire à Equinox, il va faire une guerre nucléaire. C'est ça que Ousmane a dit. Ok? Maintenant, 3 évêques Kirdi, c'est-à-dire les chrétiens du Grand Nord, disent qu'ils préfèrent le diable. Ça veut dire que le RDPC a créé un mécontentement tel que il a perdu les musulmans du Nord et il a perdu les chrétiens du Nord. Le premier congrès de l'UPC se tient à la chefferie Bamileke à Tchang avec le roi Ndjoumessi. Ils se sont assis et ils ont pensé comment on va passer des chefferies vers la République. Quel est donc le problème? Le problème, vous le posez comme vous le posez là. Parce que vous regardez là où le Cameroun est tombé, non là où il a glissé. Après avoir systématiquement éliminé politiquement et militairement les pères fondateurs qui ont pensé la République, on l'a remise aux gens qui avaient pour mission fondamentale continuer l'œuvre du colon, c'est-à-dire piller le Cameroun pour leur remettre. On a raté l'indépendance. C'est le pays entre les mains d'un système qui sert le colon. C'est ça le problème. Il faut rompre avec la colonisation et refonder notre république. D'accord? Vous avez vu, une fois j'étais un peu contre le jeune Débé au Tchad, mais depuis qu'il a rompu, moi je soutiens Débé. C'est le vrai indépendant. Vous ne pouvez pas être souverain et indépendant avec une autre armée dans votre pays. Pour ça, je le soutiens. Bonjour, professeur. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les compagnonnistes et bonjour à tous les compatriotes qui vont nous regarder et écouter, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et je voudrais dire que notre contribution ici en tant que PCiste est de dire aux Camerounais que nous voulons défendre deux choses contradictoires. Les élections justes et crédibles, d'un côté, de l'autre côté, la paix. C'est notre logique et on va encore reparler le 15 après-demain, mercredi, à Bafoussam, au bord de la tombe de camarade Émile, Ernest Wandé, et une partie se passera à la chute de la métier, qui est l'endroit où on exécutait les UPCistes. Ça risque d'être hautement symbolique. Ouais, hautement symbolique.
On va parler encore de notre shortlist avec le laboratoire, où est-ce qu'il en est dans son travail de désignation de candidature. Et on va défendre ici le droit légitime et que de l'UPC à participer à la vie républicaine, dont il a été arbitrairement exclu en 2018 pour des raisons complètement farfelues. On va défendre ça ici pour dire qu'il faut qu'on laisse l'UPC tranquille et s'organiser. L'UPC est en train de vouloir organiser lui-même un comité directeur autoconvoqué avec les 2 bureaux en attente de prise d'acte au ministère pour des raisons qu'on connaît. Parce qu'on en arrive là. Parce que l'UPC est perturbé à son intérieur par le système, le parti État. Moulinex perturbe, il nomme à l'intérieur. Ah bon? Oui. Pourquoi tu dis ah bon? Tu sais pas ça. Il nomme à l'intérieur en virant les gens que nous on a voté à notre congrès qu'il a autorisé. Et donc qu'il a pris acte. Donc l'UPC dénonce cette perturbation permanente. Oui. Et ce qui est grave, son exclusion de la vie républicaine. En nous excluant des élections. Sous prétexte qu'on a 2 listes. Est-ce que si moi je dépose une liste de RDPC, on prend? L'AT ne connaît pas qui représente l'UPC. On n'a pas vu un AT mettre l'UPC en ordre. Ce n'est pas le rôle de l'AT de faire la paix et le consensus dans les partis politiques. Supposons qu'on ne s'entend pas. Qu'est-ce qui empêche? Chadi avait fait ça. Chadi avait dit, ok, comme c'est comme ça, en 2014, faites-moi un comité provisoire ici. Il a demandé ça à 13h, à 17h, il l'avait. Très bien. Et ce comité a mené l'UPC aux élections. Ok. Donc, un ministre ne peut pas se prévaloir, prétendre que parce qu'il y a le désordre, il exclut le parti qui a donné l'indépendance à un pays. On dit ici, c'est l'une des causes, parce qu'on a créé l'abcès. On a dit que la guerre civile va arriver. C'est vrai que nous ne pouvons pas prôner que la guerre civile arrive ici. Donc après, vous évitez le mot. Mais ça a même commencé. Ce que les Ambaboy font là, c'est quoi? En réalité, le problème ici, c'est de ne pas généraliser ou aggraver. Très bien. Et je vais vous dire, pour moi, dans mon analyse tout à l'heure, quelle est l'autre région qui va le faire? Vous avez une région où il y a 2 communautés. Le Grand Nord, les 3 régions ont 2 communautés. Les chrétiens et les musulmans. Pour les musulmans, Ousmane est venu dire à Equinox, le mot c'était nucléaire. Il va faire une guerre nucléaire, c'est ça qu'Ousmane a dit. Ok? Maintenant, 3 évêques qui disent, c'est-à-dire les chrétiens du Grand Nord, disent qu'ils préfèrent le diable. Ça veut dire que le RDPC a créé un mécontentement tel que il a perdu les musulmans du Nord et il a perdu les chrétiens du Nord. C'est le débat. Oui, le débat. À partir de ce moment-là, le prochain front, c'est comme qui dit là, c'est au Nord que ça va s'ouvrir. Si, et nous ne sommes pas venus ici pour stigmatiser, le but de l'UPC est de plus en plus de proposer au parti État ses réflexions sur les voies et méthodes pour diminuer cette tension-là et aller vers les élections crédibles et justes. Il faut d'abord dire qu'en tant que fondamentaliste de l'UPC, je dois vous dire que les pères fondateurs ont été conscients de cela. Ils ont vu cela. Et la preuve, le premier congrès de l'UPC se tient à la chefferie Bamileke à Tchang avec le roi Ndjoumessi en 1950. Il en devient le président. Conscient de cela, tout au long, ils se sont assis et ils ont pensé comment on va passer des chefferies vers la République. C'est là pour les mêmes règles. Ce que Messaga dit là, avec tout le respect, est valable dans les systèmes traditionnels, dans les villages, dans les tribus. Et ils concevaient le Cameroun comme un ensemble de chefferies. Ils font une commune, un ensemble de communes, une région et ensemble de régions, la République. Dans un État unitaire décentralisé. Dans ces conditions, cet État unitaire devient la République. Et la République est au-dessus des chefferies. Elle en fait, elle est les règles sanitaires. Donc, les pères fondateurs ont pensé la République du Cameroun. Quel est donc le problème? Le problème, vous le posez comme vous le posez là. Parce que vous regardez là où le Cameroun est tombé. Non là où il a glissé.
Où est-ce qu'il glisse? Il glisse que, après avoir systématiquement, là je cite Mesmer, éliminé politiquement et militairement les pères fondateurs qui ont pensé la République, on l'a remise aux gens qui avaient pour mission fondamentale continuer l'œuvre du colon, c'est-à-dire piller le Cameroun pour leur remettre. Et on peut faire le parallèle. Dans le système anglo-saxon, où l'indépendance avait été réelle et non truquée, regardez comment se fait les successions au Ghana. Regardons comment se fait au Nigeria qui est 10 fois plus peuplé, je crois, 5 fois plus vaste. Après quelques tribulations, Dieu encore mieux qu'on par exemple un pays comme le Nigeria a connu une période de parce qu'il était perturbé par De Gaulle, qui a produit là-bas la guerre du Biafra. C'est lui qui a organisé. Et donc le problème c'est que on a raté l'indépendance. C'est le pays entre les mains d'un système qui sert le colon. C'est ça le problème. Et les pays qui ont eu réellement leur indépendance, en particulier les pays anglo-saxons, non plus ce problème, c'est réglé. Museveni, mais c'est l'un des plus grands. Non, je ne parle pas de... Je parle du Ghana, du Nigeria. Après quelques problèmes de contamination, d'accord? Parce qu'on va se dire, aujourd'hui donc, quelle est la porte de sortie? Mais là, ça a tracé la porte de sortie. Il faut achever l'indépendance, la compléter, qu'elle devienne effective, totale, sans condition. Et là, ça a tracé le chemin. Il faut rompre avec la colonisation et refonder notre République en considérant un peu ceux qui exécutent cette malgouvernance-là, détermination au pouvoir, comme eux-mêmes des victimes, mais des victimes un peu complices, en s'élevant un peu. Le Cameroun et les autres doivent se refonder et s'aligner sur le modèle de l'AES qui est en construction. Le Sénégal a tracé le chemin, parce que là, ils ont dit c'est les militaires. Mais peu importe, parce que nous, on regarde les résultats. D'accord? Vous avez vu, une fois, j'étais un peu contre le jeune Débé au Tchad, mais depuis qu'il a rompu, moi, je soutiens Débé. C'est le vrai indépendant. Vous ne pouvez pas être souverain et indépendant avec une autre armée dans votre pays. Pour ça, je le soutiens. Et nous le soutenons. Donc, pour répondre, pour dire très clairement, oui, le problème de la difficulté de succession est le problème qu'on a arrêté l'indépendance. Et sa solution, c'est un, conquérir notre indépendance totale, et deux, s'asseoir pour refonder notre pays. Dans une logique de république, et donc d'alternance systématique au pouvoir, après un certain délai, d'une part, et d'autre part, dans une logique de progrès vers les États-Unis d'Afrique, vers l'État panafricain. Ok. C'est ça le problème. Merci. Mais si nous restons dans le système néocolonial, la conséquence est là. Ok? Quand tu es au pouvoir, le colon te soutient, non? Et te donne tout, non? Tu restes au pouvoir. Merci. Tu crois que le pouvoir est devenu la chefferie de chez toi? Donc un pays est devenu la chefferie de chez toi. Donc le Cameroun était un lamida de Garoua, ou bien celui-ci est la chefferie de Mvobeka. Et les deux même, ne sont même pas de sang princier. Ni Aïd, ni Biya. Voilà. Le Cameroun est devenu ça. Merci. C'est compris, professeur Baïbek. Professeur Baïbek encore très calme. Il faut qu'on lui passe aussi la parole. Donc, professeur, je reste sur la même longueur. Hein. Moi, je veux trouver des solutions. Que faisons-nous? Il y a Bléo a donné une solution à court terme. Oui. Bléo dit à court terme, il faut bousculer. Et qu'est-ce que vous mettez dans bousculer? Voilà. Ce qu'on met dans bousculer, il y a plusieurs choses. Oui. Il faut faire l'équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on risque. Si nous faisons un bousculon, Oui. ok, il faut dire que non, 42 ans, ça va te reposer, papa, patriarche. C'est une pression. Il faut l'écrire. Il faut faire la lutte politique. Ce qu'il faut éviter, c'est d'arriver à un excès qui nous fait glisser vers la guerre civile. C'est une méthode. Maintenant, moi je pense qu'à long terme, l'INPI propose à long terme, c'est éduquer les enfants et la jeunesse. Que vous voilà qui venez. Les exemples de tour de longueur au pouvoir ont abouti presque tous à la déchéance de l'homme et de son système. On les éduque comme ça. Que toi-même, sache que lorsque tu dis trop, tu prépares ta déchéance et la déchéance du pays. Et c'est pour ça que les gens doivent arrêter de parler des évêques d'autrui. Comme
On laisse les évêques qui se mouillent. Et maintenant, qui donne d'autres arguments? Et le principal argument ici. Quand un professeur respecté prend la parole pour analyser la situation d'un pays, ses propos attirent toujours l'attention. Les déclarations du professeur Jean Baebek ne laissent personne indifférent car elles touchent à la fois à la politique, à l'histoire et à l'avenir du Cameroun. Lorsqu'il affirme que le RDPC finira très mal et que le Cameroun n'est pas une chefferie traditionnelle, il ne s'agit pas seulement d'une critique à chaud, mais d'un constat nourri par l'expérience, l'observation et l'histoire des régimes politiques à travers le monde. Cette prise de parole mérite donc une analyse sérieuse afin de comprendre ce qu'elle révèle, ce qu'elle questionne et ce qu'elle projette comme perspective. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à commenter ce que tu penses de ces propos et à partager cette vidéo pour que le débat s'élargisse et que le plus grand nombre de personnes puissent réfléchir ensemble à ces enjeux qui concernent tous les Camerounais Cameroun. Ce qui frappe d'abord dans le discours du professeur, c'est la manière directe avec laquelle il relie la longévité d'un régime politique aux dérives qui l'accompagnent. Il rappelle qu'aucun régime autoritaire dans le monde n'a fini dans la gloire. Les exemples sont nombreux. Certains pays d'Afrique, d'Asie ou encore d'Europe ont connu des dirigeants restés au pouvoir trop longtemps, et presque toujours, l'histoire a montré que cette longévité excessive a conduit à l'usure, au rejet populaire et parfois au chaos. Son propos n'est donc pas une simple attaque personnelle, mais une lecture universelle. Le pouvoir qui se prolonge indéfiniment finit par s'user et entraîner la société entière dans la fatigue et la désillusion. Il insiste aussi sur un point symbolique, le Cameroun n'est pas une chefferie. Cette image qu'il emploie n'est pas anodine. Elle traduit une inquiétude profonde, celle de voir l'État confondu avec une propriété personnelle ou familiale. Dans une république moderne, le pouvoir ne devrait pas être transmis comme un héritage ou géré comme une maison privée. Le rappel du professeur sonne comme une alerte, il faut veiller à ce que la République reste un espace collectif où chaque citoyen a sa place et où les institutions ne se confondent pas avec des individus. Index revers pointant vers la droite blanc, toi qui regardes cette vidéo, que penses-tu de cette comparaison entre une chefferie et un État moderne? Laisse ton avis en commentaire, car ton point de vue compte dans ce débat qui touche à notre avenir commun. Un autre passage marquant du discours du professeur concerne la durée du pouvoir. 42 ans ça va te reposer, dit-il, en s'adressant implicitement au président en place. Ce n'est pas tant une injonction brutale qu'un constat humain, tout être humain a des limites. Gouverner un pays est une mission lourde, exigeante, qui demande énergie, innovation et capacité à s'adapter. Après 4 décennies, peut-on encore incarner le renouveau nécessaire? La question mérite d'être posée, non pas dans un esprit de conflit, mais dans un souci de vérité et de responsabilité. Et là encore, je t'encourage à partager cette vidéo, car plus nous serons nombreux à réfléchir ensemble, plus nous pourrons faire avancer le débat de manière pacifique et constructive. L'analyse du professeur ne se limite pas à une simple dénonciation, il interroge aussi les conséquences humaines de la fin d'un mandat. Dans ses propos, il évoque le quotidien d'un dirigeant habitué à vivre entouré de privilèges, chauffeurs, policiers, secrétaires, voitures officielles. Et il pose une question simple mais redoutable, comment un homme qui a connu tant de confort et de respect liés au pouvoir peut-il accepter de redevenir un citoyen ordinaire, une fois ce pouvoir quitté? Cette réflexion touche un point sensible. La difficulté des transitions politiques ne vient pas seulement des institutions, mais aussi des hommes qui les incarnent et de leur rapport personnel au pouvoir. Ce passage met en lumière un problème psychologique et sociologique. Le pouvoir, lorsqu'il dure trop longtemps, devient comme une seconde peau. Il façonne l'identité de celui qui le détient, au point de rendre impensable une vie sans lui. C'est pourquoi les transitions démocratiques sont si délicates dans de nombreux pays, l'attachement personnel au pouvoir devient un obstacle majeur. Le professeur illustre ainsi une vérité universelle. Plus on reste longtemps au sommet, plus il devient difficile de descendre sans douleur. Index revers pointant vers la droite blanc, toi qui écoutes, est-ce que tu penses qu'un dirigeant peut facilement accepter de quitter ses privilèges? Écris ta réponse en commentaire, car ton avis est précieux dans ce débat collectif. En analysant encore ses propos, on remarque aussi qu'il fait appel à des exemples historiques. Il rappelle que dans de nombreux contextes, les systèmes autoritaires de longue durée ont fini par produire l'effet inverse de ce qu'ils prétendaient garantir. Au lieu de stabilité, ils ont semé instabilité et effondrement. Certes, il cite le cas de la Chine comme un régime fort qui a connu un développement économique. Mais aussitôt, il nuance en parlant de bilan catastrophique.
Cela signifie qu'il ne faut pas se limiter aux apparences de croissance matérielle. Un pays ne peut pas être évalué uniquement par ses infrastructures ou ses statistiques économiques. Ce qui compte aussi, ce sont les libertés, la dignité des citoyens, la justice et l'équilibre social. Cette distinction est fondamentale. Elle nous invite à réfléchir, voulons-nous seulement des routes et des bâtiments, ou bien voulons-nous aussi un État où chaque citoyen se sent respecté, écouté et protégé? C'est une question essentielle pour toute société qui aspire à la paix durable. Index revers pointant vers la droite blanc si tu penses que le développement ne se limite pas aux infrastructures, mets un like sous cette vidéo et partage-la pour que plus de personnes réfléchissent à ce point essentiel. Le professeur évoque également un autre sujet crucial, la question de l'indépendance. Selon lui, le Cameroun n'a pas encore vraiment achevé son indépendance. Il dénonce un système qui, malgré les apparences de souveraineté, continuerait de servir des intérêts extérieurs. Ce passage est extrêmement fort, car il touche à la mémoire historique. Beaucoup de pays africains ont en effet proclamé leur indépendance, mais certains analystes estiment que cette indépendance est restée partielle, car les anciennes puissances coloniales gardent encore une influence décisive, que ce soit par l'économie, la langue, la culture ou même la présence militaire. Le message est clair, pour être pleinement souverain, un pays doit être maître de ses décisions stratégiques, de ses richesses et de son avenir. Cette idée n'est pas une provocation, mais un appel à la réflexion. Elle invite chaque citoyen à se demander si son pays vit réellement pour lui-même ou s'il dépend encore d'intérêts extérieurs. Et toi, penses-tu que notre indépendance est complète, ou crois-tu qu'il reste des chaînes invisibles qui nous lient encore à l'extérieur? Exprime ton avis en commentaire, car c'est un débat qui touche directement notre identité collective. Ce qui rend le discours du professeur Jean Baebek particulièrement intéressant, c'est sa capacité à mêler critique politique, analyse historique et considération humaine. Lorsqu'il affirme que tous les régimes dictatoriaux au monde finissent toujours très mal, il ne se limite pas à une observation abstraite, il met en avant une logique universelle qui dépasse les frontières du Cameroun. Les régimes autoritaires de longue durée tendent à créer des systèmes où l'information est contrôlée, où les institutions sont affaiblies, et où la société civile est peu écoutée. Résultat, l'accumulation de tensions et de frustrations finit par provoquer soit un effondrement interne, soit une perte massive de confiance des citoyens envers leurs dirigeants. Cette idée est centrale pour comprendre la situation actuelle au Cameroun. Le professeur souligne que la longue durée du pouvoir, la concentration des privilèges et l'absence de renouvellement conduisent à une usure institutionnelle et sociale. Il décrit avec réalisme les défis auxquels un dirigeant fait face lorsqu'il est habitué à un entourage entièrement dédié à son confort personnel, chauffeur, policier, secrétaire et privilèges matériels. La question qu'il pose, comment un dirigeant peut-il accepter de redevenir un citoyen ordinaire après avoir été habitué à ses privilèges, révèle une tension universelle entre le pouvoir et l'humain. Il n'y a ici aucune attaque personnelle, mais un constat psychologique profond. Le pouvoir façonne la perception de soi, et sortir de cette position demande un effort humain immense. De plus, le professeur Baebek relie cette réflexion à une problématique historique majeure, l'indépendance réelle d'un pays. Il affirme que le Cameroun, malgré sa souveraineté proclamée, n'a pas complètement rompu avec les mécanismes laissés par la colonisation. Selon lui, certains systèmes et élites continuent de servir des intérêts extérieurs, parfois à l'insu du grand public. Cette lecture historique est importante car elle dépasse le simple débat sur un président ou un parti, elle questionne la qualité réelle de notre indépendance, la capacité d'un État à décider seul de ses affaires, à protéger ses citoyens et à refonder sa République sur des bases solides. Le professeur fait également un parallèle avec d'autres pays africains et anglo-saxons, soulignant que ceux qui ont réellement complété leur indépendance ont réussi à créer des systèmes plus équilibrés et à garantir des transitions politiques plus stables. Il mentionne le Ghana et le Nigeria comme exemples où les institutions, bien que perfectibles, ont été conçues pour limiter la concentration du pouvoir. Le Cameroun, selon lui, reste vulnérable à cause de la longue durée au pouvoir de certaines élites et de la faiblesse des mécanismes de succession démocratique. Un autre point important de son analyse est la question de la paix sociale et du consensus politique. Il rappelle que le rôle de l'UPC et de ses dirigeants est de défendre à la fois le principe d'élections justes et crédibles et celui de la paix dans le pays. Pour lui, ces deux objectifs ne sont pas contradictoires mais complémentaires. Sans élections transparentes, la confiance entre citoyens et institutions s'effrite. Sans paix sociale, le processus démocratique perd son sens. C'est un équilibre délicat que chaque société doit apprendre à maintenir. Ce passage de ses propos,
met en lumière la complexité de la politique camerounaise. Il ne s'agit pas simplement de critiquer un parti ou un leader, mais d'analyser le fonctionnement du système politique, ses fragilités et les risques pour la cohésion sociale. Lorsqu'il évoque les tensions au Grand Nord, le mécontentement des musulmans et des chrétiens, il illustre le danger de laisser certaines frustrations se cristalliser. Le professeur appelle donc à une action réfléchie, mesurée et éducative. Il ne s'agit pas de stigmatiser une région ou un groupe, mais de comprendre les causes des mécontentements et de trouver des solutions pacifiques et constructives. Par ailleurs, son insistance sur la nécessité d'éduquer la jeunesse et de former les générations futures est essentielle. Selon lui, le véritable renouveau politique ne viendra pas uniquement de changements immédiats dans le haut pouvoir, mais d'une éducation civique et politique solide. Les enfants et les jeunes doivent comprendre les valeurs de la République, les dangers de la concentration du pouvoir et l'importance de la justice et de l'équité dans une société. Cette vision à long terme montre que l'objectif n'est pas seulement de critiquer, mais de construire un avenir durable pour le Cameroun. Enfin, l'appel à la responsabilité individuelle et collective est constant dans son discours. Il invite tous les Camerounais à prendre conscience de leur rôle dans la préservation de la République, ne pas se laisser enfermer dans la passivité, ne pas encourager les excès de pouvoir, et surtout contribuer à un débat public constructif et pacifique. Il rappelle que la politique n'est pas seulement l'affaire des dirigeants, elle est l'affaire de chaque citoyen qui aspire à un pays juste et souverain. Index revers pointant vers la droite blanc, toi qui regardes cette vidéo, réfléchis à ces questions. Que peux-tu faire pour contribuer à la paix et à la démocratie dans ton pays? Commente tes idées, abonne-toi pour suivre les prochaines analyses et partage cette vidéo pour que nous soyons nombreux à construire ce débat ensemble.